Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'aide chacun à décomplexer sa vision du travail pour bâtir un job à sa juste dimension. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Alors, j'imagine que le travail dans 15 ans sera totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui, dans la mesure où ça a échappé à personne. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle qui a énormément progressé. Et chacun sait très bien que il y a une quantité de jobs qui vont disparaître, qui seront remplacés par l'intelligence artificielle. Il y a également le fait que on se rend compte, on parle beaucoup plus de profils de la neurodiversité, on commence à les connaître un petit peu mieux, on commence à se rendre compte qu'il y en a un petit peu partout dans les entreprises et qu'il y en a un petit peu partout ailleurs, et donc il faut en tenir compte. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les profils de la neurodiversité seront beaucoup plus à l'aise en fait avec tout ce qui est intelligence artificielle, parce que le mode de fonctionnement est tel qu'ils seront beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus adaptés à de nouvelles situations. Donc, comment je vois le monde, franchement, c'est vraiment la question un petit peu casse-gueule, mais globalement, j'aurais tendance à dire que peut-être, ou alors c'est ce que j'espère, je ne sais pas, que dans 15 ans, tout le monde sera sur une espèce de revenu universel où ne travailleront que ceux qui le souhaitent, tout simplement parce que leur job pourra très bien être fait par l'intelligence artificielle, et parce qu'ils auront la possibilité comme ça de faire ce qui leur plaît, et donc d'être forcément plus productifs, ne pas être obligés de faire du travail alimentaire. Donc j'espère que ça va être totalement positif à cause de ça. Comment est accueillie la neurodiversité dans les entreprises ? Ou plus exactement, comment les profils HPI, 10, autistes, hypersensibles ou encore avec des troubles de l'attention sont-ils intégrés aujourd'hui dans le monde du travail ? Et comment leur permettre de révéler et de mettre en œuvre leurs talents ? Hervé Ferraud est fondateur d'Ipipine, une plateforme RH digitale qui a pour objectif de promouvoir la neurodiversité dans les entreprises. Hervé est membre de l'association Mensa depuis 1992 et est passionné par le HPI et la neurodiversité, l'inclusion et la résolution de problématiques complexes. Il a un double parcours de serial entrepreneur multipotentiel et de dirigeant de filiales dans les multinationales. Et il est également impliqué dans plusieurs initiatives d'économie sociale et solidaire. Alors que peut-on faire pour que l'inclusion ne soit pas que de belles paroles et que les entreprises prennent réellement en compte les talents et les capacités de ces profils neuroatypiques ? Car ils ont une place à prendre, leur place dans le monde de demain. Hervé, ta rencontre avec la neurodiversité date d'il y a bien longtemps. Comment s'est faite cette rencontre à travers ton histoire personnelle et professionnelle ? Cette rencontre s'est faite progressivement depuis tout jeune, puisque j'étais confronté assez rapidement à cette problématique du HPI, et notamment parce qu'on m'a fait passer pas mal de tests, que ce soit pour rentrer en prépa, par exemple, ou à l'armée, et également pour des entretiens d'embauche. Ça, j'en ai passé pas mal au tout début donc de ma carrière. Et donc c'est venu de façon, je le dis, donc assez abstraite pour moi, puisque c'était pas un sujet. En fait, c'était comme ça, et puis voilà. Ensuite, c'est quelque chose que j'ai un petit peu oublié pendant quelques années. Puis je suis entré dans une association de personnalités avec des profils un peu un peu neurodivers, HPI, et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens avec lesquels j'ai eu pas mal de discussions intéressantes, et où j'ai découvert qu'il y avait un niveau de matière grise
significatifs qui n'étaient pas utilisés et ça m'a toujours un petit peu frustré et je m'étais toujours dit qu'il faudrait que je fasse quelque chose, là-dessus. De 2 manières d'ailleurs, hein, puisque j'ai rencontré un certain nombre de gens avec plein de capacités, plein de talents, et qui n'étaient pas, employés, de façon, enfin de la meilleure façon qui soit pour eux et pour leurs entreprises. Mais aussi, des gens qui avaient plein d'idées et plein de capacités, par exemple, à résoudre des problèmes complexes, de créativité, et cetera et je m'étais toujours dit qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Ensuite, je suis parti en Angleterre, je suis passé pas mal d'années, là-bas et j'avais un petit peu oublié jusqu'à ce que je me mette à créer, ePeopin avec une, associée, Lilia Regeniac, qui avait envie de faire quelque chose pour les, profils un petit peu, atypiques. Et donc on a, décidé de créer, ePeopin il y a quelques années. Donc l'idée d'ePeopin, c'est de promouvoir la neurodiversité, dans les entreprises, promouvoir la richesse de cette, neurodiversité et voilà, donc on a lancé, ePeopin et moi j'ai vu ça un petit peu aussi comme un tremplin pour, justement rassembler, canaliser, toute cette matière grise pour essayer de résoudre des problématiques. Alors bon, bah, c'est en train de se faire, hein, c'est quelque chose qui prend du temps. Je reviendrai peut-être là-dessus, mais ça c'est un de mes grands objectifs, une de mes grandes ambitions pour la suite. Alors pour que les auditeurs comprennent bien, qu'est-ce que tu intègres dans les profils neuroatypiques et dans la neurodiversité? Alors, dans la neurodiversité, ce que j'intègre, c'est, tout ce qui résonne un petit peu, différemment, sur le plan, neurologique, avec un certain nombre de spécificités qui sont, souvent, différentes. C'est par exemple les HPI dont on a parlé, donc HQI, quotient intellectuel, tout ce qui est autisme, notamment, Asperger, tout ce qui est troubles et déficits de l'attention, tout ce qui est, dyslexie, dyspraxie et cetera et cetera. Tout ce qui est, également, hypersensibilité dans un certain nombre de domaines. Voilà, donc ce sont tous ces profils qui, dans certains domaines, bah, réagissent un petit peu différemment, ont pas forcément les mêmes, capteurs et vont, trouver des chemins différents, dans leur réflexion. Qu'est-ce que tu penses de un peu, alors je ne sais pas si je peux employer le mot de mode, mais en tout cas, on parle beaucoup de HPI en ce moment, donc de haut potentiel intellectuel et il y a eu aussi du coup beaucoup de critiques, sur un mouvement, qu'est-ce que tu en penses toi avec ce justement cette connaissance? Moi, je pense alors au niveau puisque la question porte sur le haut potentiel intellectuel, donc voilà, d'abord, on appelle ça haut potentiel intellectuel aujourd'hui. Il faut savoir que, bah, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu il y a une trentaine d'années, c'était, HQI, c'était le quotient intellectuel et non pas le potentiel. Alors bon, ça a des avantages, hein, d'appeler ça potentiel, hein, pourquoi pas. Moi, ce que j'en pense, c'est que, non, alors effectivement, ça devient une mode parce qu'il y a une émission de télé, qui était très bien, d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup aimé la série HPI, qui a le mérite de promouvoir et de faire connaître, hein, cette spécificité-là. Après, bien entendu, comme tu le dis, fort justement, ça emmène, un certain nombre de gens à penser qui pourraient être concernés alors qu'ils ne le sont pas véritablement. Dans l'absolu, c'est pas un problème, mais le fait d'y penser, de croire qu'on est concerné et de se rendre compte qu'on ne l'est pas, ça devient un problème après. Donc c'est un peu le souci quoi de cette, comme tu dis, de cette mode, entre guillemets. Mais globalement, moi j'aimerais bien qu'on en parle, mais de façon peut-être un petit peu plus rationnelle. Ce que ça c'est alors mon avis personnel, c'est que, on devrait, de toute façon, dès l'enfance, dès l'école primaire, commencer à étudier, à analyser, à tester les enfants, sans forcément, en parler avec eux, sans forcément les mettre dans des cases ou, je sais pas. Mais en tout cas, pour détecter, des talents, très tôt, pour faire en sorte que, bah, les parents soient au courant et qu'ils ne soient pas placés dans on va dire des positions où, finalement, ils vont pas véritablement réussir leurs études parce qu'ils sont pas bien, placés comme il faut, parce qu'on fait pas ce qu'il faut pour eux et parce que là, on passe à côté de talents, phénoménaux. Je suis en train de lire un livre, sur les génies, 3 minutes pour savoir comment pensent les génies
Et je me dis, il y a une cinquantaine de génies qui sont décrits, dedans. Mais tous ces gens-là, si, ils n'avaient pas été placés dans les conditions pour être détectés, si on ne leur avait pas donné la possibilité de s'exprimer en tant que génie, eh ben, l'humanité y aurait beaucoup perdu. Et c'est pour ça que, je pense que ce serait important de détecter enfin, dès l'enfance. Et je parle pas uniquement du quotient intellectuel, je parle de tout le reste, hein, bien entendu. Mmh. Oui, parce qu'il y a toute, aussi la sphère de tous les 10, hein, Tout à qui fait. sont peut-être plus détectés maintenant qu'avant, mais qui ont leur importance aussi dans la neurodiversité, hein, parce que ça représente quand même beaucoup de monde. Bah, ça représente, oui, effectivement, c'est à peu près 10% de la population, donc c'est pas neutre. Et bah, ce sont des personnes avec des spécificités en termes d'apprentissage, mais aussi de qualités, de talents, innés. Il est vraiment très dommage de ne pas, enfin, de ne pas laisser s'exprimer, quoi. Oui, et je me rappelle qu'à l'époque, moi, quand je faisais des recherches sur la dyslexie, on avait tendance, en France à voir tous les travers, les Oui. difficultés, mais à ne pas voir les talents que ça apportait, et j'avais dû chercher longtemps pour trouver un article qui, en revanche, mettait en avant ce qu'il y avait en plus chez les dyslexiques. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais aussi une manière de voir les choses peut-être un peu différente, de regarder par une autre lorgnette, si je puis dire. Bah, ça m'étonne pas du tout, et c'est vraiment ce sur quoi on a voulu, insister, sur Epipine, c'est vraiment sur les talents. Faut pas éviter de parler, de ce qui est plus gênant, parce que, bah, sinon ça nous retombe dessus. Il y a un retour de bâton. Donc effectivement, parfois, il y a il y a des choses qui sont pas forcément simples à gérer. Mais à partir du moment où on les connaît, où on a la méthode pour les gérer, où on met en place les bonnes mesures, bah, c'est là que les talents, s'expriment. Et effectivement, les 10 en ont plein, les TDA en ont plein, les autistes en ont vraiment plein. Et les HQI, évidemment, aussi, quoi. Alors, comment a évolué le monde du travail, dans l'inclusion de ces profils ces dernières années? Alors, comment il a évolué? Bon, nous, on a déjà essayé de sensibiliser. Ça n'a pas toujours été simple. On se rend compte que, j'ai j'aimerais tellement pouvoir dire que la situation a bien évolué. Je pense elle évolue un petit peu dans la mesure où, les entreprises en ont pas mal entendu parler, ces dernières années. Après, est-ce que dans les faits, ça s'est traduit par quelque chose de concret? Bah, j'irai pas jusque-là malheureusement. Je me rends compte, enfin on s'est rendu compte, et c'est un sentiment, assez global, hein. Pour en avoir parlé avec pas mal de personnes qui sont impliquées dans cette sensibilisation à la richesse de la neurodiversité, on s'est bien rendu compte que quelque part, c'est pas tellement une priorité pour les entreprises. On a quand même été relativement déçus par, les conséquences du covid, et notamment du confinement. On avait pas mal commencé, et ça se passait plutôt bien. On rencontrait pas mal d'entreprises, on leur parlait de tout ça et elles étaient ouvertes, à ça. Et bah, il y a eu le confinement, et finalement, on s'était dit que, bah, ce serait bien pour la neurodiversité, puisque, bah, on commençait à parler pas mal de télétravail, de prise en compte des besoins des uns, des autres, et cetera. Et finalement, après le confinement, on s'est rendu compte que, bah, les entreprises se sont recentrées sur leurs problématiques d'avant, et ont mis de côté, on va dire, toutes ces richesses, qu'elles pourraient mettre en œuvre. J'ai l'impression que c'est plus tellement la priorité. Alors évidemment, on en parle beaucoup, hein, il y a plein d'entreprises qui en parlent beaucoup, hein. C'est comme pour l'écologie, l'inclusion, c'est évidemment, tu poses la question à n'importe quelle entreprise, elle va te dire qu'elle fait de l'inclusion. Bon, globalement, c'est un peu du pipeau, quoi. C'est vraiment de la com. C'est vraiment de la communication. Dès que ça sort un petit peu des sentiers battus, bah, c'est compliqué. Malheureusement, les DRH, les DG, n'ont pas encore compris, tout le parti qu'ils pouvaient trouver de profils atypiques, de profils de la neurodiversité, avec, encore une fois, une créativité qui peut être parfois, exceptionnelle.
des capacités à résoudre des problèmes complexes, exceptionnels également, des capacités de mémorisation, de concentration, de gérer plusieurs tâches à la fois, etc., etc. Il y a énormément de capacités qui aujourd'hui sont mises dans on peut le dire, dans des placards. Puisque finalement, étant donné que les gens sont pas reconnus pour leurs valeurs, ils sont dans des placards. Et pourtant, ce serait simple. On a toute une batterie de tests pour justement aller détecter toutes ces capacités, tous ces talents, tous ces soft skills. Il faut voir que c'est très, très peu utilisé. En tout cas, dans les entreprises, dans les employés actuels des entreprises, c'est très peu utilisé. C'est même pire que ça. Quand on parle avec des entreprises, que ce soit des grandes ou des moyennes entreprises, tu leur parles de neurodiversité, il y en a plein qui vont te dire: «Mais non, mais chez nous, il n'y en a pas». Voilà, c'est hallucinant, quoi. Quand tu sais que, tu as au moins une bonne vingtaine de pourcents de la population qui est concernée et c'est dans toutes les entreprises, mais vraiment dans toutes les entreprises, c'est comme ça et les gens qui disent que: «Ah ben non, chez nous, il n'y en a pas», c'est parce ils sont complètement, enfin, je comprends même pas. Alors qu'ils le voient pas directement, ça, je le comprends et qu'ils soient pas ouverts à le chercher, ça, j'avoue que je comprends pas. Parce qu'il est évident que tout ce qui est, les HQI très souvent, se cachent. Personne va dire qu'il est HQI dans son entreprise, c'est évident. Tu as aucun autiste Asperger qui va aller dire qu'il est autiste Asperger. Aucun TDA qui va dire. Alors d'ailleurs, en plus, il y en a plein qui le savent même pas. Donc bon, c'est un petit peu étonnant. Alors j'espère, hein, j'ose espérer que, au cours du temps, les entreprises finiront par comprendre et puis, voilà, je pense que les nouvelles générations sont plus sensibilisées à ça, donc ça viendra, au bout d'un moment, enfin, je suppose, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'ils apportent de plus? Alors tu l'as déjà un peu dit, hein, mais si tu veux rajouter des choses, donc les profils neuroatypiques dans l'entreprise et en quoi aussi il faut faire attention pour que leur intégration soit bien réussie justement et pour qu'ils soient mis en valeur, qu'ils puissent utiliser leurs talents? Alors, oui, effectivement, il y a les 2 côtés, à regarder quand on a des personnalités un peu atypiques, avec parfois des comportements qui peuvent paraître, étranges ou des raisonnements un petit peu étranges. Mais c'est vrai que, il y a un certain nombre de moyens. Alors là, pour le coup, on va pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait prendre des heures, mais il y a un certain nombre de moyens pour faire en sorte que, tous les profils soient, on va dire, soient mis en valeur. Il y a plein de gens je connais plein de gens qui font des ateliers, des formations dans les entreprises pour justement permettre d'aller, détecter déjà les spécificités, mais aussi, faire en sorte d'en tenir compte et surtout de les mettre en valeur. Donc évidemment, c'est vrai que si elles sont pas mises en valeur, on va se retrouver avec des gens avec des gens qui s'ennuient parfois. Donc l'ennui, qui peut mener à des dépressions, des burn-out, et cetera, bore-out, tout ce qu'on veut. Il y a évidemment une productivité qui n'est pas du tout celle qu'elle devrait être parce qu'évidemment quand on fait un boulot qui est moyennement intéressant, quand, on propose des idées, mais qu'on ne tient pas compte de nos idées au bout d'un moment, ça lasse un peu, ça fatigue, enfin, c'est pas terrible et la productivité s'en ressent. Les coûts psychosociaux s'en ressentent, aussi, évidemment. Alors que, à l'inverse, hein, dès qu'on tient compte en fait des capacités, des talents de ces personnes-là, on se retrouve avec une productivité qui est multipliée par 2, 3, 4, 5. J'avais écrit un article justement, là-dessus. Si tu prends quelqu'un on va dire, pas du tout péjoratif, mais quelqu'un qui ne serait pas considéré comme étant un profil atypique, qui est pas spécialement bien dans son job, il va faire avec. Il va être, on va dire, heu, il va avoir sa productivité et si on fait en sorte qu'il soit bien dans son job, et qu'il puisse exprimer ses talents, il aura peut-être 20 ou 30 de productivité en plus. Alors que si on prend quelqu'un qui est un atypique, un neurodivers avec toutes ces spécificités dont on a parlé, lui, c'est pas 20 de productivité qu'il va gagner, c'est 100 c'est 150.
C'est-à-dire qu'il va être 2 à 3 fois plus productif que, si on ne tient pas compte de ses talents. Parce que, ils vont, parce que la quasi-totalité de ces personnalités-là ont des capacités totalement, hors normes et donc c'est dommage de pas en tenir compte. Donc voilà, d'un côté, plus de plus de productivité, moins de coûts psychosociaux et à l'inverse, l'inverse, quoi. Ça, c'est pour les personnes qui sont déjà, j'ai envie de dire, dans Oui, l'entreprise et qu'on pourrait, employer de meilleure oui, manière, pour eux et pour l'entreprise, hein. tout à fait. Mais en revanche, quelles sont les difficultés dans le recrutement de ces talents? Qu'est-ce qui va bloquer les entreprises pour toi? Déjà, les entreprises, bon, vont pas, tellement, chercher, quoi qu'ils en disent, cherchent pas encore beaucoup les, soft skills. Tout ce qui est, talent, inné, savoir-être, qu'est-ce qu'on va faire dans telle situation et cetera. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'entreprise, si elle tombe sur une perle rare en termes de capacité, de talent, hors norme, elle va quand même regarder si la personne a de l'expérience dans son domaine. Ce qui est totalement ridicule parce que, quand tu as une capacité d'adaptation, hors norme, je veux dire, même si tu as pas d'expérience dans ce domaine-là, tu vas quand même pouvoir y arriver. Enfin, pour moi, c'est évident. Après, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais donc déjà, il y a on va dire cette posture, au départ, qui est que, le CV, il est toujours là, quoi, qu'on veuille ou non. Si la personne n'a pas l'expérience nécessaire, voilà, c'est gênant. Si la personne n'a pas fait les études nécessaires, c'est gênant, aussi. Donc même chose, hein, pour les études, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas fait nous, là, il nous était arrivé, au départ qu'on nous demande quelqu'un qui a bac+5 dans tel domaine avec 3 ans d'expérience et on a trouvé des gens qui ont bac+2 et sans expérience dans le domaine et qui ont très, très, très bien fait le job. Donc il y a ça, il y a aussi, il peut y avoir aussi le fait que personne se méfie. Alors on peut pas leur en vouloir non plus. Quand tu dis, à un DRH: «Bah oui, tu vas prendre une personne qui est autiste», lui, il a peut-être pas été sensibilisé, il a peut-être pas été, formé. Donc quelque part, ce qu'il entend, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. On voit surtout, ce qui va pas bien ou les effets, moins bénéfiques de tout ça. Donc tu peux pas leur en vouloir. C'est pour ça qu'il y a une grosse sensibilisation à faire au niveau national. Moi, je serais d'avis, en fait, enfin, quand je pense à ce que fait le gouvernement, plutôt que de mettre des sanctions, sur par exemple, les RQTH, le taux de travailleurs, handicapés, plutôt que de mettre des sanctions, ils devraient mettre des carottes et montrer, à quel point, ces gens qui sont alors là, on parle des handicapés, mais c'est valable aussi pour toutes sortes d'ailleurs, il y a pas mal de handicaps, invisibles, hein, bien entendu, puisque 80 des handicaps sont invisibles de toute façon. Mais tu as aussi, des gens qui ne sont pas, handicapés, mais qui ont un fonctionnement, différent et donc sur toutes ces, pour tout ça, je dirais que plutôt que de mettre des sanctions, peut-être faire des grandes campagnes de communication auprès des entreprises, des grandes campagnes de formation auprès des entreprises pour leur faire comprendre que, c'est pas que des problèmes. Il peut y avoir des problèmes, mais s'ils sont gérés correctement, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui font des formations, des ateliers et cetera, pour ça. C'est une bénédiction, au contraire et donc c'est vrai qu'ils ont, tendance à, éviter de recruter, des personnes qui, dans leur tête, risquent de poser des problèmes parce qu'ils ont peur que ça leur retombe dessus, hein. Encore une fois, je leur jette pas la pierre. C'est juste que bon, voilà, il y a un manque de connaissances, il y a un manque de sensibilisation, il y a, bon, espérons que ça vienne, hein, comme tu sais, nous on a essayé déjà de le faire auprès des entreprises. Là, j'ai essayé je lance en ce moment donc un portail de l'inclusion de la neurodiversité qui a pour but justement de, mieux faire connaître cette richesse et de sensibiliser de façon indirecte les entreprises, le gouvernement, le grand public, en général. Donc oui, au niveau du recrutement, moi j'encouragerais, tout le monde, que ce soit sur les atypiques ou pas les atypiques d'ailleurs, hein, d'insister beaucoup plus
sur les talents, sur les soft skills des personnes, plutôt que sur le CV. D'ailleurs, j'avais une DRH qui m'avait remonté, il y a quelque temps que justement, s'ils embauchaient des profils plus atypiques, alors c'était pas forcément neuroatypiques, hein, mais on va dire atypiques en tout cas sur le CV, Oui. ils étaient obligés d'adapter, leurs entretiens d'embauche qui a par les entretiens d'embauche classiques ne convenaient pas et également adapter ensuite, l'intégration dans Mmh. l'entreprise. Prendre en compte d'autres choses et que du coup, bah, ça leur fait déjà un travail supplémentaire, mais qui serait sûrement bénéfique à tous en réalité, hein, je pense, en tout cas, c'est mon avis Oui. et que ça leur faisait aussi prendre plus de risques effectivement, parce que on pouvait leur dire: «Bah, voilà, tu as pris le risque de prendre un profil atypique ou neuroatypique et si ça a pas marché, bah, lui dire: «Ah, voilà, tu as pris un risque là». C'est un peu ce que tu remontais, oui. Ou oui, plus ou moins. Alors c'est vraiment, regarder le problème par le petit bout de la lorgnette. Parce qu'au niveau du recrutement, adapter les entretiens, bah, ça, c'est pas du travail en plus, hein. Si je veux dire, l'entretien, s'il dure 1 heure, bah, pendant 1 heure, on pose pas tout à fait les mêmes questions. Alors si effectivement, DRH, il a l'habitude depuis 30 ans de poser les mêmes questions et que ça lui pose un problème de poser d'autres questions, bah, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il se mette en question ou qu'il prenne sa retraite. Parce que c'est juste pas possible. Donc ça, c'est pas un souci, c'est pas vrai. 2e chose, faire en sorte qu'il y ait un parcours on va dire, d'intégration, pour la personne. Bah, pourquoi pas? Oui, alors tu parlais de profils, atypiques. Je pense que tu avais un peu en tête les multipotentiels, des gens qui ont fait plein de choses, un peu différentes, Par exemple, aussi. oui. Mmh. Bah, il y a pas d'une part, il y a pas forcément besoin de parcours d'intégration, pour eux. Mais, un parcours d'intégration, de toute façon, c'est intéressant pour tout le monde, que ce soit pour un profil atypique ou pour un autre et je vois pas pourquoi ça prendrait plus de temps, alors après, comme je disais tout à l'heure, il faut pas nier certaines problématiques, mais c'est pas sur tous les profils, atypiques. Sur certains qui vont avoir des capacités absolument exceptionnelles d'un autre côté, ben, je pense que ça vaut le coup, effectivement, de passer un petit peu plus de temps, c'est-à-dire faire venir, je sais pas moi, aller trouver, il y en a plein, une boîte qui fait de la formation, là-dedans, qui va faciliter l'intégration. Ça va faire quoi, 4, 5, 6 séances de, 1 heure ou 2, avec l'équipe et je pense que ça va en plus resserrer les liens, dans l'équipe. Donc c'est tout bénéfice, quoi. Donc enfin honnêtement, effectivement, tu as raison, hein, je sais que c'est un des obstacles. C'est un obstacle qui est un peu bah, c'est un peu ridicule, hein, et puis alors je vais même te dire un truc, moi j'ai eu l'occasion, parce que j'ai eu plusieurs vies, hein, bien entendu. J'ai eu une vie où j'ai recruté, pas mal de monde et honnêtement, bah, étant moi-même un petit peu atypique, bah, je me suis orienté vers des gens qui étaient, aussi, pas mal, atypiques. Enfin, j'ai jamais, jamais été déçu d'avoir recruté des personnes un peu particulières, mais jamais. Alors justement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour une meilleure inclusion de ces profils et peut-être qu'est-ce qui se fait déjà et qui pourrait être reproduit? Écoute, qu'est-ce qui se fait déjà? Je pense que ça se fait, sans trop il y en a qui font ça, de façon, naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est déjà, faire en sorte que soit, pendant les entretiens de recrutement ou après, alors il y a les entretiens annuels, mais bon, il y a pas que les entretiens annuels. Généralement, tu vois ton boss assez régulièrement, si c'est pas tous les jours. Donc tu as toujours l'occasion quand même de discuter avec la hiérarchie, avec la DRH, enfin voilà, donc dans l'entreprise. Bah, l'idée, c'est quand même d'essayer de voir si les personnes sont bien dans ce qu'elles font, si elles n'ont pas des idées sur d'autres choses, leur demander ce qu'elles pensent heu, d'autres départements, enfin, je sais pas, je pense que la discussion me paraît importante. Il y a pas que de la discussion, on va dire, dans un sens où on demande à quelqu'un de faire, quelque chose. Je pense que c'est bien de demander leur avis aux gens, même quand, ces gens-là et alors je le dis avec tous les guillemets, possibles, sont pas supposés, avoir des choses intéressantes à dire. Je pense que tout le monde a des choses intéressantes à dire et c'est bien de poser des questions.
Je pense que quand on est, quand on manage un certain nombre de gens, c'est bien de discuter avec et savoir un petit peu où ils en sont, ce qu'ils ont envie de faire, est-ce qu'ils sont bien dans ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont des idées? Et cetera, et cetera. Donc ça, c'est, le côté un peu, naturel. Ensuite, il y a, effectivement, il y a des choses qui sont mises en place, mais honnêtement, je sais pas, enfin, alors sur le handicap, qui se voit, oui, c'est visible ce qui est mis en place, donc on va pas en parler. Pour ce qui est, autisme, bon effectivement, par exemple, il y a des gens qui vont accepter des personnes qui vont bosser avec un casque, dans un endroit, où c'est plus calme, ou entouré de plantes vertes ou qu'on les voit pas ou je sais pas. Ils vont éviter l'open space, hein, parce que ça c'est un peu catastrophique. Ou alors, faire en sorte qu'ils soient un peu protégés dans l'open space. Je suis pas certain qu'il y ait énormément de choses qui soient mises en place. Il y a il y a alors le truc qui est un petit peu, j'allais dire «catastrophique» entre guillemets, c'est, cette espèce de mode des happiness officers, et cetera, où, tu as une espèce d'injonction, à la bonne humeur, au bonheur, et cetera, et cetera. Même quand, tu as toutes les raisons de ne pas être content parce que, par exemple, ton job, tu t'es pas épanoui dans ton job. Donc tu vas avoir le chief happiness officer qui va venir et qui va te dire: «Ah mais ouais, mais, attends, c'est vachement bien. Regarde, on a mis des jus de fruits à la cafette, on a mis un baby-foot, et cetera». Bon, ça c'est un peu, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Voilà. Déjà, s'assurer que les gens soient bien épanouis, qu'ils soient bien, dans leur job, c'est vraiment le principal. Après, le reste, c'est bien, mais bon, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'est un peu le pipeau ça, c'est sparadrap sur une jambe de bois ça. Oui, ça devrait être en plus et pas uniquement Ah ça, quoi, éventuellement. complètement. Voilà. Mais bon, ça marche bien parce que c'est vendeur, quoi. Enfin, je sais pas, parfois je me dis: «Mais, qu'est-ce qui, enfin, j'ai envie de le dire quand même parce que, il m'est arrivé quand même d'aller dans des clubs med ou des trucs comme ça où, tu es dans un hôtel, tu es au bord de la piscine et puis tu es là bien tranquille, bien peinard et puis tu as une espèce d'animateur qui vient mettre sa musique à fond à côté et qui vient te sortir de ta torpeur pour, «Allez, viens dans l'eau, on va tous danser, ta ta ta, machin, on va chanter, gna gna, nin nin» et toi tu as pas envie, tu as juste pas envie de faire ça, il te fait chier le mec, quoi. Et ben, dans les entreprises, c'est un peu la même chose ça, de mettre une table de ping-pong ou un donc bon, il y a plein de trucs qui sont contre-productifs. Si on veut continuer à approfondir ce sujet, je crois qu'il y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps auquel tu as participé. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors oui, alors qui ne parle pas uniquement des profils, de la neurodiversité, hein, c'est effectivement un livre qui s'appelle «Coaching, et management» qui est sorti, là, début septembre, qui a été rédigé par Catherine, Bocher, Sexton et Estelle Héninger et dans lequel j'ai contribué en rédigeant un chapitre, tout un chapitre sur la neurodiversité. Donc je le conseille, vivement, évidemment. Donc «Coaching et management», ça s'appelle, aux éditions, Ellipse. Où peut-on te retrouver? Alors moi, on peut me retrouver, là, on peut aller sur le site Ipipine. Mon adresse email, c'est hervé@ipipine.com, HIPIPIN.com et le site, c'est ipipine.com et on peut y retrouver aussi le portail de l'inclusion et de la neurodiversité dont je parlais tout à l'heure. Voilà, évidemment sur LinkedIn aussi, hein, à mon nom, voilà, on est 2 en France, mais ça s'appelait Hervé Féraud, mais je pense être le seul à être dans la neurodiversité. Je ne connais pas l'autre personne. De toute façon, je mettrai les liens, avec le podcast, avec cet épisode.
Alors, pour terminer, je te propose de tirer un nombre au hasard entre 1 et 9. Alors là, j'ai mes petits papiers, hein, je suis en train de tirer et que tu nous dises quel lien tu fais avec le monde du travail. Alors, je tire. Alors, j'ai tiré le 1. Ah, le 1. Le monde du travail, alors le 1, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que le 1, c'est le premier jour de la semaine, c'est lundi et on sait bien que les gens n'aiment pas le lundi parce que justement, c'est le jour où ils commencent à bosser. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire que, d'une part, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il y en a qu'un dans la semaine. Il y a qu'un seul lundi. Donc déjà, c'est le côté positif des choses. Et aussi, le fait que, on n'en a pas tellement parlé, mais globalement, c'est vrai que les profils de la neurodiversité, ils aiment bien être indépendants. Donc s'ils sont indépendants, s'ils n'ont pas envie de bosser le lundi, ils bossent pas le lundi. Donc bon, voilà. Désolé, là, Non, non, mais tu as tout à fait raison. Le 1, en plus, symboliquement, il est lié aussi avec l'autonomie et l'indépendance, hein. ah Donc, oui. donc tu es bien tombé. Bah, justement, pour terminer, est-ce que ces profils sont mieux pour toi, ou on les retrouve plus dans l'entreprise ou en tant qu'indépendant? De fait, pour un certain nombre, on va les retrouver plutôt comme indépendants, mais après, je pense que ça va suivre les statistiques, de la population, générale, avec un peu plus marqué dans l'indépendant, pour des profils atypiques. Enfin, c'est vrai que pour la plupart de ceux qui sont venus nous voir, souvent, ils aiment bien être indépendants, quand même, quoi. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'ils ne peuvent pas travailler, en entreprise. Il faut juste respecter un petit peu plus l'indépendance. Après, il y a, sans trop rentrer dans les détails, il y a des questions on va dire d'homogénéité, dans les personnalités, des profils. Il y en a qui sont très, très bien, en entreprise, hein. Moi, je vais être honnête, j'ai toujours été bien, en entreprise. Je suis bien en indépendant, je suis bien en entreprise aussi. J'aime bien avoir quelqu'un, à qui parler. Que pour moi, être tout seul, c'est pas, si je suis tout seul, c'est pas top. Donc je préfère avoir quelqu'un. Donc bon, après, c'est un peu tout le monde. Mais c'est vrai que globalement, tu as raison, je pense qu'on en retrouve quand même beaucoup plus en indépendant, qu'en entreprise. Heu, Parce que c'est vrai qu'en étant indépendant, on juge beaucoup plus sur le résultat final, plus que sur l'attitude. Et c'est vrai que quelqu'un qui se sent pas forcément, à l'aise avec quand il y a du monde, il va être aussi malheureusement, jugé sur cette attitude-là, qui peut paraître un peu froide, parfois. Hem, donc bon, oui, je pense enfin, il y a un peu plus. De toute façon, je pense qu'il faut être clair. J'ai l'impression que la tendance, pour les années qui viennent, c'est quand même un petit peu plus à l'indépendance. Parce que on voit bien que les jeunes qui arrivent, ils ont envie d'être indépendants, quoi. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux nous dire sur la neurodiversité pour, clore cette interview? Moi, j'encourage vraiment toutes les entreprises à s'y intéresser de près. Elles ont tout à y gagner, vraiment à maximiser leur productivité, à réduire leurs coûts psychosociaux, et cetera, et cetera. Elles ont vraiment, tout intérêt. En plus de ça, je pense que dans les années qui viennent, on va se retrouver avec des problématiques d'intelligence artificielle. Donc on commence à rencontrer déjà, hein, on voit bien, il y a des entreprises qui commencent à licencier. On en parlait, j'ai vu une à la télé qui a licencié la moitié de ses effectifs parce que l'intelligence artificielle le fera mieux. Cette intelligence artificielle, à mon sens, sera beaucoup plus adaptée aux profils, neurodivers qu'aux profils qui ne sont pas neurodivers. C'est pas une menace, mais honnêtement, je pense que les profils neurodivers s'en tireront beaucoup mieux avec l'intelligence artificielle que les autres. Donc pour moi, c'est tout bénef de s'y intéresser, dès maintenant.
Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai les développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pour une nouvelle interview. Pour être averti des nouveaux épisodes, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt!